8h46, vous le savez, comme tous les matins, vous pouvez nous poser des questions, nous appeler au 0826 300 300 si vous avez des questions concernant, bien sûr, la Covid-19. Et comme tous les matins, avec Jean Sibilia, on fait un point. Bonjour Jean. Je monte. Oui, Jean, vous Oui, montez. bonjour. Ouais, je monte dans l'ascenseur. Vous montez dans l'ascenseur. Vous êtes doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et rhumatologue. On a encore pas mal d'appels au standard. Jean, avant de prendre nos auditeurs, je voudrais revenir juste sur cette information sur les autorités chinoises qui semblent assez inquiètes de cette reprise de l'épidémie de la Covid-19, une situation qu'ils estiment comme assez grave. On redoutait, on en parlait depuis des semaines, une seconde vague, une deuxième vague à l'automne. Est-ce qu'elle pourrait être plus précoce? Est-ce que ça pourrait arriver chez nous? C'est possible, c'était un des scénarios évoqués. Oui. Rappelez que le Conseil national avait évoqué 4 scénarios, dont un scénario simple de contrôle de l'épidémie, puis des scénarios intermédiaires allant jusqu'à une reprise de l'épidémie dans un délai court. Tout dépend de la cinétique de l'épidémie. On se rend compte que le virus a peut-être circulé bien avant le mois de janvier-février en France. Oui. Donc il se fait que la cinétique est lente. Donc on peut comprendre qu'après le déconfinement, il faut peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, 2-3 mois, mais ça peut survenir dans les 2-3 mois qui suivent le déconfinement. Donc on n'a pas une idée encore définitive de cette cinétique-là. Le virus circule, les clusters réapparaissent et on peut très bien imaginer dans des grandes villes comme Pékin, puisqu'en l'occurrence c'est Pékin qui est concerné, on peut imaginer des clusters qui rediffusent comme on l'a vu dans les grandes villes, à Bergame ou dans des grandes villes ou à Mulhouse en Alsace. Donc c'est un scénario qui est possible, tout à fait possible. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est effectivement extrêmement grave ? Extrêmement grave. En tout cas, le spectre d'une deuxième vague qui serait de la taille de la première est effectivement serait un très mauvais scénario parce que ça sous-entend des mesures à nouveau de confinement, alors peut-être pas généralisées mais localisées. Ce confinement a quand même pas été très bien vécu globalement et on peut le comprendre. Donc je crois que le spectre, c'est pas tellement le risque médical. De toute façon, celui-là, on ne le contrôlera pas autrement qu'on l'a fait pour la première vague, mais c'est surtout le confinement, le reconfinement qui fait, je crois, beaucoup peur à tous. Donc on peut craindre ce scénario, mais soyons optimistes en France. Aujourd'hui, on n'en est absolument pas là. La France n'est pas la Chine. Nous avons mis en place des mesures qui sont différentes dans une population qui a un réseau médical à disposition qui est différent. Donc on ne peut pas comparer les deux systèmes. Dans l'État, on ne peut pas comparer. Ne soyons pas trop pessimistes ce matin. D'accord. On va au standard, au 0826 300 300 avec Karine qui nous appelle de Levallois. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Je voulais reposer une question sur la contamination des surfaces. Oui. Parce que j'ai pas véritablement entendu une réponse fiable sur le sujet. Il y a eu beaucoup de choses qui avaient été dites sur le fait que le virus continuait à être propagé, à se propager. En tous les cas, qu'on trouvait des traces d'ADN entre guillemets du virus sur les surfaces, voire une semaine, voire plus sur, par exemple, les surfaces métalliques, et qu'on savait toujours pas s'il était actif, c'est-à-dire contaminant ou pas. Et je voudrais savoir s'il y a eu des progrès au niveau des laboratoires de recherche là-dessus, d'autant plus que maintenant, justement, qu'on déconfine et que les restaurants vont être ouverts, il me semble que c'est quand même une question importante. Et l'autre sujet, c'est également dans la fumée de cigarette. Parce que moi j'observe que beaucoup de gens, pour eux c'est derrière eux, c'est terminé, et ils fument et le fait d'expulser l'air, oui effectivement. Oui. On va poser la question. Et à la mesure où on a découvert que le virus était également reste en suspens quand même pendant un certain temps, je voulais savoir s'il reste dans la fumée de cigarette et s'il y a eu là encore une fois des avancées sur des réponses fiables. Voilà. Jean Sibilia. Question récurrente, puisqu'on a déjà eu ces questions qui restent tout à fait légitimes, a fortiori maintenant qu'on revit presque normalement, pas tout à fait, mesures barrières toujours, je le rappelle. Oui, le virus reste présent plusieurs jours sur des surfaces inertes, humides, le métal en particulier, le plastique. Donc ça, c'est bien confirmé. La deuxième chose que vous évoquez est une question importante. Est-ce que ce virus qu'on détecte, alors non pas d'ADN, mais de l'ARN, c'est un virus ARN, est-ce que cet ARN
est encore contaminante? Est-ce que le virus peut encore être contagieux sur cette surface-là? Il faut être clair, aujourd'hui, aucune étude ne démontre le risque de contamination par ces surfaces-là. On n'a pas de démonstration formelle. Il est présent. Est-ce qu'il est contaminant? C'est une autre question. On n'en a pas la démonstration. Mais on peut l'imaginer. Et c'est assez logique. Et là, on est plus dans du bon sens. La médecine, c'est aussi du bon sens de temps en temps. Vous mettez les mains sur une surface qui est très contaminée, qui vient d'être contaminée. Vous amenez votre main au visage, à la bouche, au nez, aux yeux. Évidemment, le risque de contagion est dit. Donc, ça n'est pas un fantasme. C'est une réalité. Alors, la démontrer, vous imaginez bien, on ne va pas faire d'expérimentation humaine pour essayer de démontrer ce phénomène-là. Vous voyez, c'est pas envisageable. Donc, c'est un phénomène spéculatif qui est sérieux, ce qui justifie encore aujourd'hui les mesures barrières, le lavage de mains, en particulier quand on touche des surfaces inertes. Et par rapport juste au restaurant, Karine, les restaurants font très attention de désinfecter, de nettoyer après chaque passage de clients. Donc là, par rapport aux tables, normalement, on devrait être en sécurité. Et concernant la fumée de cigarette? En fumée de cigarette, là aussi, pas de démonstration. On sait que le virus peut être pulvérisé dans l'air et rester en suspension dans l'air dans des toutes petites particules pulvérisées. Donc c'est vrai, ça a été démontré. Même réflexion que précédemment, la démonstration du risque de contamination par cette pulvérisation n'est pas démontrée. Elle n'est que spéculative. A fortiori dans la fumée de tabac. Vous voyez, dans la fumée, on peut se dire que le virus peut-être n'est pas très à l'aise en fait dans un composé chimique de cigarette, mais il n'y a pas de démonstration de la contagiosité de cette fumée de cigarette. En tout cas, si vous fumez, voilà, n'expulsez pas dans le visage des autres. Merci beaucoup, Karine, de nous avoir appelés. Et puis on passe à Chantal qui nous appelle de l'Aveyron. Bonjour Chantal. Bienvenue. Oui, bonjour à tous, oui. Eh ben, écoutez, moi, je vais faire l'idiote parce que j'ai pas encore compris. Il n'y a pas de question idiote. Il n'y a pas du tout de question idiote, Chantal. À quel moment je dois m'inquiéter? À quels symptômes je dois m'inquiéter? J'ai pas encore très bien compris ce qu'était cette maladie, au moins au départ. J'ai pas encore très bien compris quand il fallait se faire tester éventuellement et si je pouvais trouver un test et s'il était valable, parce qu'on nous dit tout et son contraire. Et puis, paradoxalement, tout d'un coup, on nous dit « Oh, il y a un vaccin qui va arriver dans 2 mois ». Alors, on ne connaît pas bien la maladie, mais on a déjà un vaccin qui ne va pas tarder. Donc ça, je ne crois plus du tout. Mais du tout. Alors, on a des bases, hein, et Jean Sibilia va vous les réexpliquer, mais on a des bases quand même. Oui, on a des bases. Franchement, on a des bases maintenant, après 4 mois. Mais c'est bien, je pense que c'est très bien que vous exprimiez les doutes ou les incertitudes que vous avez. Je pense qu'il y a, et Cécile vient de dire, il n'y a aucune mauvaise question. La question que vous posez, d'autres se la posent à tous les coups. Donc, juste 2 réponses simples. On connaît maintenant très clairement l'expression de la maladie. C'est une maladie qui est une maladie compliquée, mais qui commence dans la plupart des cas par de la fièvre et par des désordres pulmonaires, comme on dit, c'est-à-dire des difficultés à respirer, de la toux, des phénomènes de ce type-là. Ça commence comme une grippe en fait, hein. C'est très très comparable à une grippe. La deuxième phase de cette maladie, c'est cette deuxième phase qui est rare, 10 à 15% des gens seulement, cette deuxième phase, elle est plus originale et d'ailleurs plus grave et plus toxique. Et vous pouvez avoir des complications cardiaques, vous pouvez avoir des complications neurologiques, perdre le goût et l'odorat. Donc tout ça, on l'a bien disséqué. Tous vos médecins maintenant savent bien ces éléments clés qui caractérisent l'infection Covid. Votre deuxième question, c'est sur les tests. Les tests aujourd'hui sont parfaitement connus, parfaitement stabilisés. Mais aucun test n'est parfait. C'est comme dans la vie, en fait. Rien n'est parfait. Et les tests, c'est des tests très performants, mais pour lesquels il y a ce qu'on appelle des faux positifs ou des faux négatifs. Alors, très très peu de faux positifs, mais des faux négatifs. Hein, et on peut passer à côté. Le test peut, entre guillemets, louper 20% des infections parce que la performance n'est pas de 100%. Donc, ces tests sont parfaitement connus. Quand vous dites, Jean, qu'on comprenne bien, quand vous dites faux positif ou faux négatif, ça veut dire quoi exactement? Le test peut se tromper. Faux positif, il peut être positif. Ça veut dire qu'il vous teste positif alors que vous ne l'êtes pas? Vous ne l'êtes pas pour une raison de contamination, par exemple, dans l'environnement. Alors, c'est bien contrôlé, les laboratoires contrôlent ça très bien, donc ces faux positifs sont très rares. Les faux négatifs, c'est un peu plus fréquent, c'est la performance du test, parce que c'est un peu plus embêtant. Voilà, c'est plus embêtant. Vous n'attrapez pas les bonnes cellules. Quand vous écouvillonnez le nez avec le petit coton-tige, on n'attrape pas les bonnes cellules, on ne va pas assez loin, on ne prend pas assez de temps, et le test peut être négatif. Donc il faut simplement le savoir, on le sait,
depuis le début, et on doit savoir répéter les tests, ce qui permet de dire une chose très importante dans le contexte actuel, c'est qu'aujourd'hui, tout sujet qui a des symptômes, quels qu'ils soient, il en parle à son médecin et il se fait tester le plus vite possible. Aujourd'hui, il faut détecter le plus tôt possible tout sujet qui pourrait être infecté par Covid-19. Donc c'est très important, la question était excellente pour réexpliquer ces choses très pratiques. Recontextualiser. Merci beaucoup Jean Sibilia d'avoir été avec nous encore ce matin. On vous retrouve demain matin Jean avec grand plaisir et avec des nouvelles questions. Passez une bonne journée, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et rhumatologue. Et puis vos questions, bien sûr, vous le savez, 0826 300 300. Vous pouvez vous servir de ce même numéro de téléphone pour le petit déjeuner de l'actu. On reviendra sur les statistiques ethniques. On en parlera avec nos éditorialistes du jour, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Christine Bouillot. Et bien sûr vos appels si vous voulez participer à ce débat. Et puis nous aurons aussi en fin d'émission, nous parlerons de Gaulle à la plage, ce livre de Jean Garrigue, historien. Et